Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Rémitel. Bonjour. Alors vous Merci de me êtes cofondateur du collectif Peuple Libre et vous êtes auteur de ce livre Vaincre le Covidisme, un appel à la jeunesse chez Perspective Libre. Un petit livre, mais un appel, alors il faut que je le dise aussi d'ailleurs, très très bien écrit, avec de très belles références. Vous citez régulièrement Saint-Exupéry notamment, qui me touche beaucoup. Et donc vous êtes vous-même très jeune, vous avez 27 ans, et vous nous dites que cette idée est née notamment parce que vous manifestez maintenant depuis de nombreux mois contre le covidisme, vous allez nous dire ce que c'est, et les personnes viennent vous voir et vous disent mais il faut que vous engagez la jeunesse avec vous. Et voilà pourquoi vous écrivez ce livre. Alors décrivez-nous d'abord ce que c'est pour vous que le covidisme, qui est dans le titre de votre livre. Je vais y aller par 4 chemins, Clémence Oudiakova. Je pense que le covidisme est un fascisme. Ce fascisme qui permet tranquillement, sans émotion internationale, de tirer à balles réelles sur des manifestants aux Pays-Bas, comme ça s'est vu il y a quelques semaines, d'enfermer des cas contacts ou des cas positifs dans des camps d'internement en Australie. Ces gens se sont échappés, pour 3 d'entre eux, on les a poursuivis comme des chiens. C'est cette idéologie qui enferme, qui empêche les traitements, qui confond l'intérêt public avec les grands intérêts privés. Je crois que la jeunesse a tout à perdre à laisser cette idéologie s'installer dans sa vie, d'un point de vue de sa santé. Je ne veux pas aller trop loin sur le sujet parce que je sais, et Nicolas Vidal, que je soutiens, en a fait les frais récemment avec une vidéo d'Idriss Aberkane, que la question des effets secondaires est assez piégée et peut faire l'objet de censure, mais je déconseille, en tout cas, ou j'invite tous les jeunes qui tiennent à avoir des enfants ou à préserver leur appareil cardiovasculaire dans un état à peu près convenable, à ne peut-être pas se précipiter tout de suite sur la question de la 3e dose. Pour leur vie, leur portefeuille, 680 milliards de dettes qui auraient pu être évitées si on avait accepté de soigner cette maladie. C'est une dette que la jeunesse va devoir payer pendant des décennies encore. Et puis enfin, pour sa vie. Combien d'occasions manquées, de jeunes que j'ai croisés qui ont dû arrêter leurs études, qui se sont retrouvés tout seuls. Voilà, je pense que c'est Alors, vous dites beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Vous dites notamment qu'il y a un paradoxe dans la jeunesse aujourd'hui, puisque quand même, là, vous parlez de quelques résistants qui donc, ont tout sacrifié clairement. Mais la grande majorité des jeunes, et vous dites au mois de septembre 2021, 83% des Français âgés de 18 à 24 ans avaient reçu au moins une dose de vaccin. Donc, en fait, la jeunesse qui est pourtant très peu concernée par cette maladie, enfin, à part si on a des comorbidités, ça a été prouvé, hein, c'est l'Agence Santé publique France qui le dit, qui le note dans son tableau. La jeunesse n'est pas touchée par le Covid-19 et pourtant c'est la grande sacrifiée, et non seulement la grande sacrifiée mais la grande c'est celle qui court vers le vaccin. Oui, je pense qu'il y a peut-être deux choses qui peuvent l'expliquer. Il y a un phénomène lié à l'âge et à la mécanique d'ingénierie sociale qui a été déployée pour convaincre ou pour forcer notamment à la vaccination. La jeunesse, c'est le moment de sa vie où, par-dessus tout, on a besoin d'avoir des interactions sociales, on a besoin de s'insérer dans le groupe et on a besoin de construire sa vie professionnelle. C'est tout ça qui a été mis sous condition avec le pass sanitaire. Sociale. C'est sûr qu'elle a besoin d'être reconnue dans un groupe d'amis, dans un groupe Facebook. Donc la pression était énorme et peut-être qu'elle est un peu moindre quand on est plus âgé. Ensuite, la jeunesse a été culpabilisée beaucoup au début de la crise. On se rappelle Noël l'an dernier, on disait que il fallait faire attention à pas aller tuer papy, mamie ou papa, maman. Et rappelez-vous cette terrible vidéo, ce spot publicitaire qui a été diffusé sur nos chaînes télé où nous voyons un enfant embrasser son grand-père ou sa grand-mère et quelques jours après on voyait le grand-père ou la grand-mère dans les urgences en réanimation. Mais de quel délire parlons-nous ? C'est d'une gravité incroyable. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'on ne voit pas plus de psychologues. On en a quelques-uns, hein, Marie-Estelle Dupont par exemple, mais de psychologues ou de psychiatres s'émouvoir des effets de ce type de message. Les effets, on les voit. La hausse des suicides est énorme. La hausse des suicides, multiplication par 4. On a eu une augmentation de 85% des admissions en psychiatrie chez les moins de 15 ans. D'où l'intérêt de ce combat, aussi pour donner un peu de sens et de perspective à la jeunesse. Je pense qu'on va en reparler. Oui, alors moi j'ai lu ce bouquin
ce matin, dépotraminé à l'aube. Faut dire que Nicolas Vidal, il se lève aussitôt que moi, alors que moi j'ai une matinale et lui non. Exactement, mais bon, nous sommes passionnés, c'est pour ça. Merci beaucoup. Non, ce que je voulais demander, Rémi Tell, c'est finalement, est-ce que dans ce livre-là, on voit bien que pour vous, le point de bascule pourrait venir de la jeunesse, c'est ça. Et vous déplorez notamment que les jeunes n'aient pas manifesté finalement plus en masse que ça depuis l'allocution de notre cher Emmanuel Ier. La question que j'ai envie de vous poser, alors elle va être discordante, elle va être piquante. Bien entendu, vous le savez, ici on n'est pas sur France Inter, donc je vais vous poser une question. La jeunesse est-elle suffisamment armée intellectuellement, Rémi Tell, pour finalement manifester, pour mener ce combat pour la liberté? Est-ce qu'elle est suffisamment armée? Est-ce qu'elle n'est pas non plus dans un hédonisme permanent, un consumérisme? On l'a dit, elle a besoin de s'amuser, ça, il faut le reconnaître. Oui. Mais finalement, est-ce qu'elle est suffisamment armée pour sortir et se rendre compte du péril qu'on nous propose et qu'on nous impose, pour les années à venir? Voilà ma question. La jeunesse a été culpabilisée, elle a été terrorisée, elle a été aussi, et c'est dit sans aucune condescendance parce que je fais partie de cette génération, elle a été aussi abrutie par 20 ans de décadence du système scolaire et par cette vie, cet horizon qu'on lui propose. J'en parle un peu dans le bouquin, pardon, c'est très cash, mais c'est la vie des jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire Netflix, YouPorn et la PlayStation. Oui. Y a quelque chose d'un petit peu meilleur quand même à inventer. Et il faut pas se leurrer, c'est pas dans cette consommation, cette jouissance immédiate que la jeunesse trouvera son salut. C'est dans un combat, et dans des vrais combats, pas celui d'aller s'agenouiller avant un match de foot ou de tenter de déboulonner des statues. Là, vous avez des situations de ségrégation véritables qui sont en train d'être mises en place. Il y a beaucoup de ces jeunes qui ont perdu leurs grands-parents sans pouvoir leur dire au revoir à l'hôpital, qui devraient se préoccuper de ce qu'on fait à leurs petits frères ou à leurs petites sœurs à l'école, qu'on empêche d'apprendre convenablement, avec ce masque, avec cette propagande scolaire, les enseignants chargés de devenir les ambassadeurs du vaccin. Ce sont pour eux, c'est pour tous que la jeunesse doit se battre. Notamment, on a reçu le témoignage des mamans louves, absolument terrible, où il y a quand même des écoles qui ont fait appel à la police pour faire peur aux enfants, pour que les enfants à la cantine portent bien leur masque. Et il fallait faire peur encore plus aux enfants. Donc on est vraiment dans une stratégie de peur sur des enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Et de perte totale de contact avec la réalité. Oui. Je regardais des données qui ont été compilées par Arthur Leroux, qui pourtant vient de La République En Marche, qui est un entrepreneur résistant aujourd'hui à cette tyrannie covidiste, qui nous expliquait que entre 2019 et 2020, 12 enfants étaient morts de la grippe. Il y en a 19 sur 2020-2021 du Covid. Donc en fait, il n'y a pas plus... Avec comorbidité, sont des enfants souvent qui avaient le cancer. Exactement. Il faut le dire. Donc il n'y a pas plus de décès chez les enfants ou chez les adolescents du Covid que de la grippe. Qu'aurait-on pensé si on avait envoyé la police dans les écoles pour lutter contre l'épidémie de grippe? Évidemment, ça aurait précipité tout le monde dans la rue, mais là, tout le monde trouve ça normal. Mais rapidement, pour finir là-dessus, la clé, Rémi Tell, ce qui est pour la prise de conscience de ces jeunes, c'est le but de ma question finalement. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité des parents là-dedans? Dans cette prise de conscience, est-ce qu'il y a une prise de responsabilité des parents finalement? C'est vraiment cette question pour savoir comment on réagit. Alors ce livre-là, vous l'avez dit, vous citez une dame dans une manifestation qui vous dit « écrivez-leur », c'est ce que j'ai lu, bien entendu. Espérons que ce livre suffise peut-être pour réveiller beaucoup de jeunes. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la clé pour vous? Alors déjà, beaucoup de parents n'ont pas joué leur rôle. Et il ne s'agit pas de les culpabiliser parce que on va avoir besoin aussi qu'il y ait des vaccinés, des gens qui ont adhéré au discours covidiste qui nous rejoignent. Sinon, on restera minoritaire et on ne pourra jamais l'emporter. Donc on a besoin de ces gens-là. Mais la réalité, c'est que j'ai vu, moi y compris dans mon entourage d'ailleurs, des gens se précipiter au centre de vaccination pour leurs adolescents, sans réfléchir une seule seconde aux conséquences éventuelles en termes de santé. Moi, je crois que le réel va rattraper tout le monde. Et qu'à un moment, vous allez avoir dans les collèges, dans les lycées, une multiplication de jeunes qui vont se trouver dans des difficultés de santé, par exemple, ou qui peut-être s'étaient fait vacciner avant les vacances en se disant qu'ils seraient enfin tranquilles et qui là comprennent que s'il n'y a pas de 3e dose, s'il n'y a pas de 4e dose ensuite, ils perdront tous leurs droits, qui comprennent aussi
que le Covid n'est que l'inauguration d'un mouvement plus général de contrôle total des populations par les États et des États par les lobbies, et que quand ce sera plus le Covid, ce sera au nom du changement climatique. D'ailleurs, on commence déjà à parler de confinement pour lutter contre la pollution, etc. Donc je pense que le réel va être un élément de prise de conscience. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? Parce que là, on a déjà l'impression qu'il se joue des choses très très importantes. En ce moment, on a notamment Ursula von der Leyen au niveau de l'Union européenne qui propose qu'on commence à réfléchir. Mais souvent, quand ils commencent à réfléchir, c'est souvent que ça termine mal, ces histoires. Ils ont déjà décidé, surtout. Oui, exactement. De réfléchir à la vaccination obligatoire. Alors, si on arrive à une vaccination obligatoire, d'abord, il y aura toute cette question des effets indésirables, notamment pour les jeunes qui ne voient vraiment pas la balance bénéfice-risque de ce vaccin. Et puis, il y a l'entraînement, c'est-à-dire vaccination obligatoire, jusqu'où pourra-t-on aller ? Alors, je le dis à votre antenne parce que je sais que vos auditeurs sont des gens très informés et qui ont bien compris ce qui était en train de se passer. Je pourrais peut-être pas le dire sur une antenne différente. En réalité, cette histoire de vaccination obligatoire est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que nos adversaires mettent carte sur table. Et là, chacun va devoir se poser les questions véritables, notamment sur la vaccination des enfants. Et je me demande, peut-être est-ce un espoir naïf, si la vaccination obligatoire ne peut pas être l'élément déclencheur d'une mobilisation nouvelle, parce que certains iront jusqu'au bout. Moi, on ne me vaccinera pas. Ils peuvent venir me chercher avec les policiers, on ne me vaccinera pas. Et vous avez vu des images dans d'autres pays, je ne me rappelle plus, c'était dans un pays asiatique, je crois, où les personnes étaient poursuivies pour être piquées, et avec 2 hommes de force. Donc, je veux dire, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, nous nous sommes vus, Clémence Oudiakova, il y a 6 mois. Et à l'époque, on s'inquiétait de la future mise en place d'un pass sanitaire dans les événements de plus de 1000 personnes. Regardez la descente aux enfers en l'espace seulement de 6 mois. Il y a eu une très belle tribune qui a été publiée hier dans le Figaro Vox par 2 sociologues qui disent la chose suivante, je vous la ressors. Nous, anthropologues et historiens des religions, sommes inquiets de voir surgir à nouveau ces logiques d'accusation, de harcèlement, d'exclusion, comme si l'enseignement de l'histoire n'était qu'un perpétuel échec. Nous sommes en train de revivre des choses que nous avons connues dans la logique du mensonge, de la manipulation, de la désignation, de la dénonciation. Et je pense, et d'ailleurs, et j'en terminerai par là, je crois que c'est aussi pour ça que nos compatriotes des Antilles ont eu beaucoup plus de courage jusqu'ici que les métropolitains dans l'opposition à cette tyrannie sanitaire, parce qu'ils ont l'expérience de ce qu'est l'esclavagisme. Ils savent du scandale sanitaire et du mensonge d'État. Et donc ils ont un radar, si vous voulez, à esclavagistes et au mensonge d'État. Et eux ont très bien compris ce qui était en train de se passer. C'est pour ça qu'ils se révoltent. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, je les salue. En tout cas, c'est intéressant parce que Clémence a parlé de Ursula von der Leyen, notre chère présidente de la Commission européenne, non élue par personne, il faut toujours le dire, qui ont été non élus ces gens. Oui, comme tous ces commissaires européens. Exactement. Font la loi européenne. Et les parlements européens qui ne sert absolument à rien, qui a un avis consultatif, c'est un peu le club Dorothée de la politique européenne. Par rapport à ça, il faut toujours rappeler aussi que l'Union européenne n'a aucune prérogative en matière de santé. C'est toujours important, c'est-à-dire que la souveraineté des États, le peu qui nous reste est filoché comme ça au fil des années, depuis les différents traités divers et variés. Donc ça nous pose la question quand même, effectivement, de la connivence. Vous en parlez dans le livre. Vous parlez notamment du Great Reset. Voilà, la grande réinitialisation. Je voudrais qu'on aborde, avec la permission, bien sûr, de Clémence. Finalement, on a vu aussi que Ursula von der Leyen est allée remettre un prix à Washington au PDG de Pfizer. On a vu cette photo quand même qui est symbolique, qui est hautement symbolique. Vous, aujourd'hui, vous adhérez à cette thèse, effectivement, du Great Reset. Vous pouvez nous en parler un peu, Rémy Tell ? Les 650 milliards de dettes inutiles, en fait, c'est inutile pour les Français. En revanche, ça a permis un véritable changement de modèle économique, c'est-à-dire de tuer l'économie réelle et de lui substituer l'économie numérique. Le CAC 40, d'ailleurs, ne s'est jamais aussi bien porté depuis 20 ans. C'est un capitaliste convaincu qui vous le dit. Donc il y a bien un projet politique
derrière le covidisme. C'est pas simplement une vision hystérique et hygiéniste des choses. Il y a un projet politique avec la fusion de l'identité numérique, de l'identité sociale, de l'identité biologique, le contrôle de la population par les États via le biais du numérique et des États par les intérêts privés. À nouveau, je ne veux pas sembler trop optimiste ce matin, mais je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie vont comprendre ce que je leur dis. Vous savez, apocalypse en grec, apokalyptein, c'est le dévoilement. Eh bien, raisonnons de la même façon qu'ils pensent que c'est une opportunité, ce Covid-19. Eh bien, moi, je pense que le Covidisme peut aussi constituer une opportunité. Par exemple, sur le sujet de la souveraineté. Il y a beaucoup de gens qui étaient très loin du combat souverainiste et qui, à l'occasion de cette crise, ont observé, parce que c'est devenu tellement apparent, les liens d'intérêt, la post-démocratie, le travail contre les peuples, la guerre contre les peuples qui est menée, par exemple, au niveau de l'Union européenne. Et je crois que ce moment, si douloureux soit-il, peut au moins avoir ce mérite que de participer à une prise de conscience. Sur le souverainisme, moi je l'ai vu en manifestation. Des gens qui ont voté à gauche, ou voire même pour des partis pro-européens pendant très longtemps, et qui là ont compris en fait que le covidisme n'était que la manifestation paroxystique de cette dépossession démocratique et de la guerre menée par l'élite mondialiste contre le peuple. Et c'est vrai qu'en cela, l'obligation vaccinale qui viendrait de la Commission européenne serait encore une fois un beau dévoilement pour les personnes qui ne verraient toujours pas, en tout cas, ce qui nous arrive depuis l'Europe. Un beau dévoilement, et comme vous l'avez rappelé, on sait désormais ce qui s'est dit au dîner de Washington entre Ursula von der Leyen et le président de Pfizer. On comprend aussi cette logique de mondialisme quand le fils de George Soros, Alexander Soros, entame une grande tournée européenne, et que dans la semaine qui suit, vous avez le confinement des non-vaccinés en Autriche, des obligations vaccinales qui se mettent en place dans différents pays européens, les tirs à balles réelles aux Pays-Bas, et cette nouvelle série de restrictions en France. Et vous dites, on sait ce qui a été dit entre Ursula von der Leyen et le président de Pfizer. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Il me semble, en tout cas, c'est de l'ordre de la supputation, mais d'une supputation raisonnable, il me semble très peu probable que la question de la vaccination obligatoire n'ait pas été abordée au cours de cet échange entre Ursula von der Leyen et le président de Pfizer. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que le vaccin n'est pas gratuit, ce sont les États, donc les impôts, et donc vous qui le payez in fine. Pfizer, c'est $1 000 avec un coût qui a été négocié, rappelons-le, encore une fois, au sein de l'Union européenne, notamment par les commissaires européens. Et il n'y a pas que les vaccins, d'ailleurs, parce que là, on commence à voir des pilules présentées comme miracles qui arrivent sur le marché. Qui viennent des mêmes laboratoires. De ces mêmes laboratoires. Alexis Poulain a dénoncé le scandale de, je crois que c'est Lilly, 170 millions d'euros de médicaments commandés par Macron, administrés à 900 patients. Ça fait 190 000 euros par patient. Alors c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher que l'ivermectine à 10 euros la boîte, l'hydroxychloroquine, ou qui est rentré dans le domaine public. Qui est rentré dans le domaine public, ou le zinc. On n'en a évidemment pas parlé, mais le British Medical Journal publie la semaine dernière, je crois que c'est Idriss Aberkane qui a relayé ça, une étude montrant que l'administration de zinc diminuait de 87% les admissions en réanimation dans le cas de Covid-19. Peut-être, si vous êtes d'accord, Nicolas Vidal, rapidement qu'on parle de ce dernier sujet d'actualité, la CNIL qui tape une 4e fois du poing sur la table pour rappeler le gouvernement à ses obligations de montrer l'efficacité en fait du pass sanitaire par des preuves écrites, et ces preuves n'arrivent toujours pas. Alors je crois que le porte-parole a répondu en expliquant. Hier, il a éludé, formidable, il nous a fait une godille du plus grand art pour éluder la question de nos confrères, effectivement, mais c'est une vraie question, la CNIL, aujourd'hui, parce que le gouvernement s'arroge le droit de ne pas répondre. Il a été question, effectivement, de l'efficacité du pass sanitaire, mais plus que ça, Clémence. Il a été question aussi de la protection des données. Parce que vous savez qu'avec le pass sanitaire, vous avez des QR codes, on ne va pas en parler, je crois que les auditeurs le connaissent très bien. Finalement, c'est ça. Et vous en pensez quoi ? Alors, je prolonge, Clémence, votre question. Voilà. Nous sommes ensemble. Quelle est votre position là-dessus, finalement ? Parce qu'on en a parlé un peu en antenne, et c'est intéressant ce que vous m'avez dit. Je pense que c'est bien fait pour la CNIL.
Voilà, la CNIL a accepté qu'on achète son silence, elle a accepté de jouer à ce jeu pervers, elle en découvre aujourd'hui Mais les depuis effets. quand elle a accepté ? Depuis qu'elle a autorisé la mise en place du pass sanitaire en indiquant que dès lors que les données étaient Elle ne peut sécurisées... pas interdire quoi que ce soit à la CNIL. Mais je crois qu'elle avait dû rendre un avis qui était en tout cas très, très mesuré sur la question. Quand on sait que sur un site d'une SARL, on peut se voir suspendu parce qu'on n'a pas mis les conditions générales en bas à droite. Mais là, ça ne posait pas de problème, visiblement, à la CNIL. Donc je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui sont en train de se réveiller, qui comprennent en fait qu'ils ont été floués. C'est vrai pour la CNIL, c'est vrai avec certains parlementaires qui s'émeuvent de ne pas être consultés sur les décisions prétendument En même sanitaires temps, du gouvernement. ils n'étaient pas 200 sur l'article 1 et 2 du pass sanitaire. Exactement. Donc Ouais. voilà, si ça peut au moins servir de leçon à tous ceux qui sont tentés par la collaboration avec ce régime, eh bien, cette polémique autour de la CNIL ne sera pas inutile. Nicolas Vidal, rapidement, si vous avez une dernière question. Oui, je voulais qu'on finisse là-dessus finalement. Vous reste l'avez une dit, minute. vous parlez contrôle total de population par l'oligarchie mondialiste. Je vous cite, Rémi Tel, dans votre livre. On notera comme l'OMS quand même a appelé au calme sur le variant Omicron. Ça vous incite pas finalement l'OMS à... Ne fermez pas les frontières, dit l'OMS. Exactement, et a dit appeler au calme les États membres. Donc qu'est-ce que ça vous inspire finalement? L'OMS est en train de freiner des cas de fer pour vous, Rémi Tel Quand même l'OMS, financée par la Chine, par des puissances d'argent privé, tire la sonnette d'alarme sur la réaction des États, sur la vaccination des enfants. Que les flux puissent continuer. Non, est-ce qu'il n'y a pas une question économique derrière? En gros, que le commerce continue de fonctionner. Oui, sans doute. Et de l'OMS à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il n'y a qu'une lettre de différence. C'est fort possible, mais je crois quand même que certains scientifiques ont décidé de rappeler un petit peu tout le monde à la raison. L'OMS l'a fait de façon tardive, mais il est quand même bienvenu qu'elle le fasse. Il y aura des conséquences judiciaires, pénales à ce qui est en train de se passer, d'où aussi peut-être la prudence de certaines organisations internationales qui sentent le vent tourner et qui n'ont pas envie d'être associées Surtout pour un variant Omicron qui n'a toujours pas montré sa dangerosité. Merci beaucoup en tout cas, Rémi Tel. Merci à vous de m'avoir accueilli. Non mais en effet, plein de jeunesse et plein d'énergie. On en a besoin en ce moment. Cofondateur du collectif Peuple Libre et ce livre... Vaincre le Covidisme, un appel à la jeunesse et aux perspectives libres. Voilà, par exemple, une idée de cadeau de Noël pour vos jeunes sous le sapin. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.